Je vous emmène dans le Limousin cette semaine pour la première partie d'une visite consacrée au musée Historail. Il se trouve à Saint-Léonard-de-Noblat, dans le département de la Haute-Vienne, ce n'est pas très loin de Limoges. L'une des originalités de ce lieu, c'est de raconter le chemin de fer, à la fois à partir d'objets ferroviaires, mais aussi de réseaux de trains miniatures. Dans cette première partie, on va s'intéresser aux trains réels. Une autre suivra dans quelques semaines, qui elle sera consacrée à la partie modélisme. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Historail, ce sont 1000 m² dédiés au chemin de fer et à ses nombreux métiers. Je vous propose aujourd'hui une rencontre avec Damien Chetteville, son nouveau président, pour une visite privée et guidée des lieux. Bonjour Damien. Bonjour Thierry. Alors je crois qu'ici on est à Saint-Léonard-de-Noblat. La ville des Mioletou, la ville de Raymond Poulidor et la ville du musée Historail, le musée du chemin de fer en Limousin. Qu'on va visiter donc aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, revisiter parce que j'étais venu mais il y a pas mal d'années et je crois qu'il y avait pas mal de... Il y a bien longtemps et ça a beaucoup évolué. Nous sommes un musée vivant, on récupère beaucoup de dons et on essaie de valoriser tout ce patrimoine ferroviaire. Depuis 1987, la création de l'association et 1988, la première ouverture au public. Et je crois que quand j'étais venu, je ne t'avais pas vu, donc ça veut dire qu'il y a aussi eu un renouvellement au niveau de l'équipe. Bien sûr, on a cette chance d'avoir une équipe qui se renouvelle. Les anciens sont toujours présents pour nous accompagner, mais on a aussi un intérêt des jeunes pour venir s'occuper de patrimoine ferroviaire et raconter le chemin de fer. C'est toujours une bonne nouvelle. C'est rassurant. Qui s'intéresse à tout ça. Alors tu nous as un petit peu situé la ville, pas géographiquement, on n'est pas loin de Limoges, c'est ce qu'on peut expliquer. On est à une vingtaine de minutes de Limoges, 22 minutes en TER, puisqu'on peut venir en train à Historail, et nous sommes donc dans le Massif central, contrefort du Massif central. Je confirme qu'on peut venir en train puisque c'est ce que j'ai fait ce matin. On fait quand même les derniers kilomètres en voiture, c'était pas désagréable parce que c'est pas très loin de la gare, mais il faut marcher un peu quand même. Ça gagne un petit peu de temps, mais ça se fait plutôt bien. On a une petite presque coulée verte qui nous permet de venir jusqu'à Historail, mais ça monte un peu, c'est vrai. C'est vallonné le Limousin. Voilà. Et le bâtiment, c'est un bâtiment historique aussi, alors rien à voir avec du chemin de fer, mais historique quand même pour... Petit lien avec le chemin de fer, c'est une ancienne manufacture de chaussures, architecture limousine, et c'est une industrie qui s'est implantée à Saint-Léonard quand le chemin de fer est arrivé en 1881, puisque ça permettait le désenclavement du territoire et en conséquent l'activité économique. Puisqu'on est ici, on va s'intéresser donc aux extérieurs, puisque donc l'exposition commence dès l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce petit jardin ferroviaire? On va commencer par l'horloge qui nous rappelle l'heure quand même, qui vient aussi des chemins de fer en matière d'usage, toute une partie signalisation. Et puis on aura bien évidemment nos quelques pièces réelles un petit peu majeures. L'une des premières pièces que l'on voit en arrivant au musée, c'est aussi ce locotracteur Gaston Moïse. Gaston Moïse qui n'est pas du tout constructeur de locotracteurs au départ. Il a plutôt une entreprise de ferraille et il se demande bien ce qu'il va en faire au sortir de la Première Guerre mondiale. Et il va produire un de ses premiers locotracteurs. Alors c'est pas tout à fait le premier modèle, c'est un engin de 1929, celui que nous avons à Historail, qui vient d'une entreprise qui était située dans le sud-ouest de Limoges, sur son embranchement particulier. Et il va récupérer des carcasses de chars d'assaut de la Première Guerre mondiale, la boîte de vitesse aussi du char d'assaut et un moteur de camion américain, un moteur de Ford E.T. Donc c'est un engin à essence qui va fonctionner pendant de très longues années sur différents embranchements particuliers. Une physionomie assez particulière, oui, puisqu'on va retrouver le châssis qui est relevé aux extrémités pour faire office de tamponnement avec les différents wagons. On va le surnommer la bête à cornes. Ça va de soi, surtout en Limousin. Et pas de cabine? Alors on avait, selon les modèles, il y avait des cabines. Alors quand on dit cabine, c'est plutôt un auvent. On a ici les différentes assises, les différents supports qui existaient pour les 4 poteaux qui tenaient cette espèce de auvent en tôle ondulée. Alors bien sûr, on restait dans les cours d'usine, on n'allait pas très loin. Mais effectivement, en termes d'ergonomie, de confort pour le travail, c'était quand même assez rudimentaire et assez archaïque. On était un petit peu abrités, il fallait pas qu'il y ait de vent, parce que si la pluie arrivait par le côté, on n'était pas abrité du tout. Il n'y avait pas de vitres.
Alors c'est un engin qui nécessitera une prochaine remise en peinture, on le fait régulièrement, mais il reste à l'extérieur, donc soumis aux intempéries, comme notre voie ferrée qui voit un petit peu d'herbe pousser, donc on fait du désherbage manuel, la nécessité de remplacer les traverses, elles sont là depuis presque 40 ans, donc quelques traverses seront à remplacer prochainement, comme sur le vrai chemin de fer, même si les trains ne circulent pas ici, les composants de la voie sont soumis aux aléas climatiques. La contrainte est moins forte ici, c'est vrai que vous n'avez pas besoin de faire rouler votre matériel, mais c'est vrai que ça, on voit que ça vieillit quand même. Ça s'use, d'autant que c'est des traverses déjà d'occasion à l'époque, puisque forcément c'est des composants qui ont vu passer des vrais trains. Et c'est une voie en double champignon assez caractéristique du Massif central. On va retrouver le double profil et les gros coussinets en fonte avec des cales métalliques ici pour aller vraiment caler le rail dans le coussinet étant fixé lui sur la traverse. Et nous avons donc un écartement de 1435 mm comme en réalité, ce qui permet d'avoir ce matériel présent ici au musée. Le rail à double champignon, c'est une idée géniale, en tout cas sur le papier. On va avoir un premier plan de roulement ici. Alors tout un dispositif d'attache, c'est quand même le point faible de cette voie avec coussinet et cale en bois ou cale métallique pour maintenir le rail en place. Et l'idée effectivement d'avoir ces cales, c'est de pouvoir les enlever facilement, de retirer le rail du coussinet en fonte et de le retourner puisqu'on a derrière un autre plan de roulement ici qui n'est pas utilisé. L'idée géniale pour rallonger, doubler la durée de vie du rail. Un petit détail près, c'est que quand le train roule de ce côté, on va quand même avoir une petite problématique sur l'autre plan de roulement puisque forcément à cet endroit-là, à hauteur des coussinets, il est en contact, va subir aussi toutes les contraintes de circulation des trains et par poinçonnement, on va user le plan de roulement qui était censé doubler la durée de vie du rail. Ouais, donc l'idée n'était pas si mauvaise, mais pas si bonne non plus que Sur ça. la pratique, nous étions un petit peu loin de la théorie malheureusement, et ça en fait aujourd'hui une des grandes difficultés pour les lignes du Massif central. Il y a encore un certain nombre de lignes au-delà des voies de service qui sont équipées ainsi, et ça amène de vraies contraintes aujourd'hui de remplacement, puisque forcément, au-delà du système d'attache qui est déjà conséquent à mettre en place, toutes ces cales, qu'elles soient métalliques ou en bois, alors en bois je pense que ça n'existe plus aujourd'hui sur le réseau français, mais en tout cas métalliques, toutes ces cales-là doivent être remises en place régulièrement, puisque forcément soumises aux contraintes, elles peuvent être amenées à tomber, et c'est ce qu'on voit dans certains reportages parfois sur des lignes en service où ça bouge un petit peu. La voie est vivante, et le rail Vignol qui va venir en remplacement de cette voie à double champignon a quand même de nombreux avantages, notamment en termes de maintenance. Nous avons évoqué la voie ferrée, et la voie ferrée va être entretenue par les agents de la voie, aussi surnommés les taupiers, parce qu'au ras des taupes, forcément par opposition aux conducteurs, notamment aux mécaniciens de locomotives à vapeur, qui vont être les seigneurs de la vapeur, les agents de la voie, dont le rôle est absolument essentiel, puisque chemin de fer, quand même le départ du train, on va avoir ces agents qui vont venir intervenir et entretenir la voie ferrée. Notamment avec l'engin qu'on a là, c'est une draisine. Alors une draisine que l'on appelle Fred, du nom de son dernier conducteur, dernier draisineur Fred ici, avec ses couleurs assez caractéristiques rouge et crème, qui sont quand même assez révélatrices d'une certaine époque du chemin de fer. C'est vrai qu'on les voit pas bien autrement que rouge et crème, ces draisines aussi. Un peu comme les autorails de l'époque. Enfin, c'était vraiment la couleur. Quand elles passent en jaune, elles n'ont pas tout à fait le même charme. Ce n'est plus tout à fait la même chose. Alors là, en plus, on est sur une draisine très ancienne. Et c'est une draisine qui au départ avait une caisse en bois, donc qui a ensuite eu une caisse en polyester lors d'une modernisation. Mais au départ c'est un modèle assez ancien, et on remarquera qu'on n'a pas de traverse de tamponnement traditionnel, puisqu'on a un tamponnement à ressort avec l'attelage à tulipe qui lui est relativement caractéristique par contre de ce type de matériel. Alors nous avons aussi de la signalisation au musée, dont cet ancien poste Lartigue, alors qui a été coupé à mi-hauteur parce qu'on avait des contraintes, et à la fois pour qu'il vienne jusqu'à nous et ensuite pour l'installation avec des lignes électriques, mais on va retrouver une partie de ce mât de cantonnement et différents signaux à l'extrémité du quai, un carré violet par exemple en signalisation mécanique typique de la Compagnie du Paris-Orléans, et un signal lumineux, alors un signal lumineux relativement ancien qui est associé comme en réalité au crocodile au milieu de la voie et entre les deux rails. Alors nous avons un lien permanent avec le train à vapeur malgré tout, puisque c'est assez évocateur du chemin de fer, notamment des trains touristiques. Et nous avons ici une grue hydraulique de la Compagnie du Paris-Orléans,
qui avait été réinstallée. C'est une grue, la numéro 47, qui date de 1918 et qui permettait d'alimenter en eau les locomotives à vapeur, notamment lors des arrêts en gare. Et la particularité de cette grue, c'est qu'on va retrouver le même modèle dans les gares de Saint-Léonard-de-Noblat, Émoutier et Vassivière, entre les deux Châteauneuf-Bujaleuff et un peu plus loin également Buja et Mémac, puisque le train à vapeur circule l'été sur la ligne, ce qui nous permet aussi d'avoir une vocation ferroviaire assez marquée sur la haute vallée de la Vienne, dans cette partie entre Limoges et Ussel. Alors Renault nous a fait des autorails, ce n'était pas qu'un constructeur automobile, et Renault a produit notamment des autorails de type X 2400, les rois des montagnes, avec des moteurs de 300 chevaux chacun. Je dis chacun puisque dans ces autorails on avait un moteur à chaque extrémité, des moteurs dont on a un modèle ici, avec la partie embrayage boîte de vitesse également qui est de ce côté, et sur la gauche, la partie avec les 6 cylindres en V. Donc forcément, c'est le genre de pièce qui prend un peu de place dans un musée. Ça prend beaucoup de place, c'est pour ça qu'on l'a mis sous un petit abri à l'extérieur, mais ça permet aussi de prendre conscience de la mécanique et de l'importance de la mécanique dans le chemin de fer. Pourquoi on ne parle pas d'agent de conduite maintenant si, mais en l'occurrence pourquoi on ne parle pas de conducteur, on parle bien de mécanicien parce qu'il y a aussi tout un aspect connaissance des mécaniques, de la mécanique des différents engins pour se dépanner et pour faire fonctionner. Et quand on voit la place du moteur, on imagine la puissance qui est amenée. Donc des moteurs de 300 chevaux chacun, 600 chevaux pour l'autorail X2400. Et précisément, la visite, quand elle se fait ici, elle se fait avec quelqu'un qui commente pour que le public comprenne ce qui est exposé. En effet, on fait des visites commentées à Historail, ce qui permet de ne passer à côté de rien, puisque c'est un sujet extrêmement technique. Ça permet aussi de mettre en fonctionnement le matériel qui peut l'être et de faire circuler les trains miniatures en complément dans cette visite. Oh bah écoute, on va rentrer peut-être... On y va, on passe par les vraies portes, puisque ce sont des portes de la gare de Touron, qui étaient sur la ligne de Poitiers à Limoges. On fait du local, alors on se déplace parfois, on va un peu plus loin, mais en l'occurrence là on a des portes et un guichet qui viennent juste d'à côté et qui nous permettent de rentrer réellement dans le chemin de fer. Avec un crocodile au passage. Intéressant parce qu'il n'y en a pas forcément beaucoup dans les musées, il y a souvent des gens qui se demandent... quand ils connaissent pas le chemin de fer, ce que ça peut être et à quoi ça peut bien servir et comment ça marche. Du coup, c'est une bonne occasion de peut-être te dire ça en 2 mots. On a le crocodile ici qui est l'entrée en matière et on a dans la cabine de conduite la brosse aussi métallique qu'on trouve sous la locomotive qui va venir frotter sur ce crocodile. Donc crocodile qui est associé à un signal et ce qui va nous permettre d'avoir la retranscription en cabine de la position du signal. On a un courant électrique positif ou négatif selon la position du signal et une cloche qui va teinter en fonction et qui nécessite l'action, si jamais le signal franchi est un signal fermé, l'action du mécanicien de conduite pour s'acquitter et confirmer qu'il a bien pris en compte le signal franchi. Choses qui vont devenir historiques, alors même si ça va certainement durer encore sur pas mal de lignes, mais avec toute la modernisation de pas mal de lignes, les systèmes de balises, etc., donc petit à petit, les crocodiles seront obsolètes. Ça fait partie de l'évolution du patrimoine ferroviaire, donc on les conserve ici. Et c'est ce qui s'est passé, ce qui a présidé aussi à la création de l'association en 1987. C'est aussi cette évolution technologique qui a fait que toute une partie du patrimoine ferroviaire allait être amenée à disparaître et que des cheminots soucieux de conserver ce patrimoine se sont montés en association autour d'autres passionnés non cheminots, dont notre président honoraire fondateur Jacques Ragon, qui est toujours à l'accompagnement du musée et qui a porté le musée pendant plus de 35 ans. Bon, écoute, on va aller rentrer dans le musée. Je crois qu'on va rencontrer certains de tes collègues qui bien sûr sont... alors, tout comme toi bénévole, ou il y a aussi, vous avez quand même on prend un salarié l'été pour l'accueil du public, parce que mine de rien, ça prend du temps, et il faut quelqu'un de manière assez fréquente. Et après, on a tout un tas de bénévoles, et on aura ce matin Théo qui va nous accompagner, notamment puisqu'on a une grande nouveauté. On pourra parler de train vapeur depuis quelques années. Nous avons la chance d'avoir reçu le dépôt de Cherbourg, un don du Rail Miniature Club 50. Bonjour Théo. Bonjour. On se voit tout à l'heure. Ouais. Donc quand on rentre ici... Bon, on va passer forcément par l'accueil. Toujours, l'accueil, le guichet. Qui est un guichet, voilà. On prend son billet et on avance progressivement dans le musée pour venir attendre le train. Donc on va symboliser notre voyage avec le fauteuil qui est ici. Première classe de la gare d'Orsay. Puisqu'avant d'être un musée, Orsay était une gare, la gare parisienne du Paris-Orléans en plein cœur de Paris. On va se retrouver ensuite sur le quai. La voie ferrée va être symbolisée au plafond
par les néons. Sous ces néons, on va retrouver ensuite les sièges et fauteuils des voitures voyageurs, puisque bien entendu, les voyageurs voyagent dans des voitures. Et à l'avant, notre locomotive sera bien évidemment présente. Donc c'est un vrai voyage C'est un vrai voyage. Le musée nous invite, c'est vraiment... Et on va mixer les trains réels et les trains miniatures pour ce voyage, en commençant avec une pièce réelle, ici le pantographe d'une locomotive électrique. 1988 pour l'ouverture au public, ce sont aussi les années TGV, le train à grande vitesse. En conséquent, on va parler de la fée électricité. D'autant qu'on retrouvera le lien, puisqu'en Haute-Vienne, nous avions aussi les chemins de fer départementaux qui étaient alimentés en courant 10 000 volts alternatifs, mais on aura certainement l'occasion d'en reparler. Pièce qui fonctionne, si je me souviens bien. Pièce qui fonctionne. Ça permet d'expliquer. On peut démarrer le compresseur et effectivement aller capter le courant à la caténaire. On a réutilisé l'ancien puits de lumière de la manufacture de chaussures. Alors il y en avait plusieurs, on a gardé celui-là en l'occurrence qui permet de constituer le ciel et la caténaire, qui a été posé par les cheminots caténéristes de Limoges à la création du musée. Et ce pantographe de locomotive BB 900 qui fonctionne effectivement grâce au compresseur qui va apporter l'air comprimé. Donc nous avons notre locomotive qui est symbolisée par le pantographe en taille réelle, pantographe qui fonctionne, et grâce à l'air comprimé qu'on va injecter dans le cylindre principal, on va comprimer très précisément les ressorts de descente et libérer le pantographe qui va rentrer en contact avec la caténaire. Comme en réalité on va avoir un pantographe qui est très souple grâce au ressort de travail à l'extérieur, ce qui va nous permettre de vraiment pouvoir bénéficier de la souplesse nécessaire pour rester en contact permanent avec la caténaire, puisque même si on parle de train électrique, nous avons au départ un réseau de chemin de fer qui est conçu pour les locomotives à vapeur et en conséquent des tunnels et des ponts ou la gare de Limoges, puisque la gare de Limoges-Bénédictin est depuis 1929 posée sur une dalle en béton sur les voies. Les trains vont passer sous la gare, donc la nécessité d'avoir une caténaire plus basse à ces endroits-là et en conséquent un pantographe qui s'abaisse sous l'action de la caténaire. On va purger l'air comprimé et le pantographe s'abaisse. En matière de chemin de fer et de traction électrique, nous avons reçu récemment un simulateur de conduite de l'école de traction de Toulouse qui avait été récupéré par nos collègues de l'association l'Autorail Limousin. Il s'agit d'un simulateur de locomotive de type BB 22200, des locomotives bicourants. On va retrouver très justement tout un ensemble de clés pour déverrouiller le poste de commande et notamment pour aller commander soit le courant monophasé, soit le courant continu par exemple. Alors nous sommes en train de réinstaller ce simulateur qui permet de se resituer dans une cabine en taille réelle au sein du musée. C'est toujours assez impressionnant pour le public et les travaux que nous menons permettront à terme d'avoir la voie qui défile comme en réalité devant le mécanicien. On retrouvera bien sûr les principales commandes et la traditionnelle question, à quoi peut bien servir le volant, puisque le train étant guidé par les rails, il n'y a pas de nécessité de tourner. Alors on retrouve notamment les systèmes de l'homme mort avec le cerclot ici qui permet de s'assurer que le mécanicien est toujours en état d'assurer la conduite du train ou les différentes pédales. Alors c'est un ensemble assez conséquent, on ne voit ici que le pupitre de conduite pour l'instant, il y a tout un dispositif informatique derrière, tout un poste de commande au niveau notamment d'un bureau instructeur pour que tout puisse fonctionner comme en réalité. Oui, parce que le but c'est de simuler une conduite, j'allais dire classique, mais aussi pas mal d'incidents. Bien sûr. C'est le principe d'un simulateur. Donc ça veut dire qu'effectivement tout ça est prévu par ailleurs par des... Le principe est de permettre la simulation donc en toute sécurité, la confrontation en toute sécurité à tous les événements qui peuvent se produire. On peut aller heurter un animal, avoir un incident électrique et trouver comment dépanner par tout un biais de procédure. Ça permet d'avoir une certaine connaissance technique avant de partir en planning dans le processus de formation des agents. Et le but donc de ce simulateur, ce sera évidemment pas de
former en quelques minutes des visiteurs, hein, mais c'est quand même de les confronter quand même à ces situations-là, de leur faire vivre un petit peu ce que c'est que la conduite d'un train et ce que ça exige. On a plusieurs éléments qui nous permettent de comprendre le fonctionnement du chemin de fer. Effectivement, le premier d'entre eux, c'est quand même la conduite du train, et ça permet de resituer un petit peu et l'environnement de conduite et les contraintes qui sont exercées aussi sur la circulation des trains. C'est une belle mécanique de précision, mais qui ne doit souffrir d'aucune difficulté. Donc il y a des expositions temporaires aussi que vous organisez dans le musée. Au-delà de l'évolution des collections permanentes, qui sont des évolutions parfois assez importantes, il suffit de se référer à la vidéo faite avec aiguillage en 2013 pour le voir. On a effectivement des expositions temporaires en lien avec l'actualité. Nous avons là, par exemple, en 2024 et 2025, une exposition sur le rôle des chemins de fer dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'occasion d'avoir toute une présentation autour de cette thématique, et c'est l'occasion aussi de ressortir quelques pièces un petit peu originales, comme le drapeau, alors qui nécessitera très prochainement une restauration, mais qui vient du dépôt de Limoges et qui est assez caractéristique de cette époque de la Deuxième Guerre mondiale, où le chemin de fer a eu un rôle essentiel. Mais on accueille des expositions temporaires chaque année qui évoluent en fonction de l'actualité. Nous avions en 2020 une exposition sur le Tour de France qui est revenue en 2023 à l'occasion du passage de la Grande Boucle dans la ville de Raymond-Poulidor. On avait eu également en 2018, dans le cadre du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, tout un sujet sur le rôle notamment des Américains sur le chemin de fer en France. Et on continue d'avoir différentes thématiques. Alors, ce qui permet, je suppose, de parler de choses pour lesquels les objets exposés ne permettent pas de développer le sujet, donc vous le développez par ce biais-là. Exactement, on vient compléter. On a aussi des réserves assez conséquentes, même si on manque parfois de place. On a beaucoup de dons et c'est aussi une richesse. Et l'intérêt, c'est de présenter de manière ponctuelle des objets qui restent stockés bien à l'abri le reste de l'année. Et donc la voie n'est pas oubliée. On reste vraiment musée du chemin de fer, donc avant de faire rouler les trains, on a tout un univers, tout un sous-sol, où on est sous le train, donc au niveau de la voie ferrée, et on va retrouver tous les composants de la voie. On évoquait tout à l'heure le double champignon. On a ici un exemple avec du rail Vignol, donc qui a cet avantage-là, et d'ailleurs c'est un petit peu notre mascotte bout de rail, qui reprend sa forme, donc avec un seul plan de roulement et un patin qui permet d'avoir une fixation beaucoup plus simple. On n'a pas d'idée de retourner le rail pour allonger sa durée de vie. Fausse bonne idée, donc on l'oublie et on va arriver sur cette voie-là avec différents armements, donc une partie, un rail plus ou moins important en fonction du trafic à supporter. Alors, notre traversothèque permet de reprendre aussi, au-delà de la partie rail, ce qui va lier les deux fils de rail pour constituer la voie ferrée, le bois, donc du chêne ou du hêtre, parfois du bois exotique également, ça peut être de l'azobé comme on l'a ici. Avant traitement, les traverses brutes en préparation, et puis ensuite les traverses qui sont des traverses d'occasion ici, puisqu'on a une traverse de 1961. Alors, c'est pas que j'ai une très bonne mémoire, c'est tout simplement que nous avons une traçabilité sur les traverses. On a ici plusieurs clous, dont le clou 61 qui indique l'année de la traverse, le BA qui va indiquer le fabricant de la traverse, en l'occurrence ce sont les ateliers Beaumartin dans l'Aisne, et puis le crampon d'écartement, on a 37 mm ici, parce que la voie est écartés, donc les deux rails sont écartés de 1435 mm en alignement, mais on va faire de légers surécartements en courbe, et quand on va contrôler que la voie respecte bien la géométrie d'origine, on va mentionner dans les endroits où le rail est surécarté, et par le biais de ces crampons, qui peuvent aller jusqu'à 60 mm quand même, le surécartement qui est présent par rapport à la voie en alignement de 1435. C'est vrai que la voie, c'est pas ce qu'on a tendance à plus regarder, mais c'est quand même quelque chose qui est aussi très technique dans le chemin de fer et qui a évidemment toute son importance. Sans la voie ferrée, pas de circulation de train. Et on se rend compte assez fréquemment quand on a des visiteurs, notamment des cheminots qui sont plutôt dans la partie traction, qu'il y a une certaine méconnaissance de toute la technologie autour de la voie ferrée. Et quand parfois on a la chance d'avoir un ancien taupier et un ancien mécanicien dans la même visite, ça donne des échanges assez intéressants où on se rend compte de la richesse des différents métiers de la SNCF. Ouais, chacun découvre le métier de l'autre, qui sont très complémentaires, très mais très cloisonnés finalement. Chacun travaille dans son environnement. Pour le bien commun et pour la circulation des trains, mais il faut effectivement tout un tas de petits métiers de part et d'autre et
un nombre incalculable de compétences pour que cela fonctionne ensemble. Et quand on voit la taille d'une traverse, on imagine son poids et la difficulté de mettre tout ça en place, sachant qu'à une époque, ça se faisait quand même de façon très manuelle. Ça se faisait à la main, on a quelques pièces ici. Outils, voilà. Alors typiquement, un tout petit bout de traverse, c'est facile, mais effectivement, on va aller prendre des traverses de taille réelle, c'est assez conséquent, d'autant quand elle est neuve, hein, il faut bien qu'elle soit solide, donc elle est relativement lourde là aussi. C'était des travaux très physiques. Alors nous avons recomposé aussi un morceau de lampisterie, qui nous permet d'évoquer tout le travail qu'il y avait avant l'arrivée notamment de l'électricité dans les trains, puisqu'on va avoir le lampiste, comme son nom l'indique, qui s'occupe de l'éclairage des convois à l'avant et à l'arrière par différentes huiles, par du pétrole aussi. On a ici une pièce assez sympathique avec le chemin de fer d'Orléans pétrole, donc c'est cette réserve qui était présente dans les lampisteries qui était toujours séparée du bâtiment voyageur puisqu'on a des produits très inflammables. Donc pour éviter toute difficulté, on va faire en sorte de créer des bâtiments spécifiques. Donc différents éléments qui nous viennent d'un peu partout, mais aussi donc du PLM, on n'est pas raciste, et on a aussi Saint-Léonard de Noblat, bien évidemment, on a pu récupérer des pièces de premier choix. Et la collecte qui se fait là au niveau du musée, les pièces peuvent venir de partout en fait. Si vous trouvez dans la région, vous êtes évidemment très heureux parce que ça correspond à... On a reçu, il n'y a pas très longtemps, une casquette du Paris-Orléans-Corrèze. Forcément, on était complètement ravis. Après, on a des dons divers et variés. Et l'idée, c'est de pouvoir préserver au maximum, sachant qu'on est aussi contraint par la place. Donc, il y a tout un sujet pour trouver des solutions de préservation et d'apport aussi à la visite, puisqu'on reste un outil de médiation. Donc, il faut aussi que les objets puissent trouver une place dans l'histoire que l'on va raconter au grand public. Et raconter une histoire au grand public passe par la présentation de nombreux réseaux de modélisme ferroviaire. Ils ont été créés à différentes échelles et sur différents thèmes, certains très locaux, d'autres pas du tout. Je prendrai le temps de vous les présenter sur cette chaîne d'ici quelques semaines, car d'ici là, côté modélisme ferroviaire, priorité à l'actualité et au compte-rendu des nombreuses expositions qui se sont tenues cet automne.